Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans l'invité de Farid Jacqueline Chabi, qui n'est plus à présenter. Jacqueline Chabi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors j'ai pour coutume de présenter à mes invités, lorsqu'ils me font l'honneur d'être en ma présence, un petit portrait que je vous ai spécialement concocté. On regarde ça ensemble et on en parle après. Absolument. Chabi, Jacqueline Chabi. Absolument fondamental. Sa naissance remonterait à 1943, quelque part dans le Finistère. Comment, depuis là-bas où se finit la Terre, face à l'immensité de l'Atlantique, comment est née chez Jacqueline cette soif de désert d'Arabie? Sa passion pour les chats, on ne peut pas dire que les matous accourent les dunes. Les archives mentionnent sa fascination pour la langue arabe, mais laquelle? Pas celle utilisée pour pousser des youyous. Non, celle de jeunes Algériennes, rencontrées au cours de son émigration à Paname. Une fascination accentuée par un juif. Ce serait donc un juif qui aurait initié à l'arabe Jacqueline la Bretonne. Arabe qu'elle aurait par la suite perfectionné au lycée Louis El-Kabir. Et avec l'arabe, elle va développer un goût prononcé pour l'histoire. La devise de Madame Chabi pourrait bien être « Quand il y a un déficit d'histoire, on commence par se raconter des histoires et on finit par faire des histoires. » Du mystique Abd al-Qadir al-Jilani, son sujet de thèse, au Seigneur des tribus, l'islam de Mahomet, son premier manuscrit édité en 1997, l'historienne s'intéresse désormais aux origines de l'islam, aux vraies origines, selon elle. Et pour remonter aux débuts avérés, elle s'est confectionnée une concoction à base de 3 ingrédients principaux. Quelques grammes de chronologie, un soupçon d'espace délimité et une pincée de société humaine. Secouer le tout, inhaler, voilà comment, sans oublier d'emporter avec elle la langue arabe, elle embarque pour remonter 15 siècles d'histoire. Ou comment Wonder Chabi veut éclater les constructions et reconstructions des représentations pour sauver la représentation primitive. Pour les musulmans, les vrais, c'est sûr, cette mécréante fume les poils de ses chats, sans doute. À leurs yeux, avec 75 berges au compteur, elle est en plein délire quand elle se la joue commentatrice du Coran sans se référer au hadith. Et c'est aussi parce qu'elle irrite la Jacqueline qu'elle est mon invitée. Alors à nouveau, merci Jacqueline Chabi d'être mon invitée. Ce portrait, qu'en pensez-vous? Je crois qu'il est assez conforme à ce qu'a été mon itinéraire très improbable, puisque effectivement, je devais avoir dans les 12 ans, et j'habitais en région parisienne à l'époque, et j'avais des petites copines algériennes, et j'étais au collège, et je faisais du latin, comme on faisait à l'époque, depuis la 6e, de l'allemand, et j'étais en train de commencer le grec classique. Et j'ai eu l'idée de leur demander des mots d'arabe. À une langue de plus, pourquoi pas. Et puis, ça m'a pas suffi. Et alors, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant, qui a rien à voir avec moi, en apparence, qui est la nationalisation du canal de Suez, en 1956. Or, il se trouve qu'en Égypte, il y avait des Égyptiens, bien sûr, mais il y avait aussi différentes personnes, dont des Juifs qui avaient un passeport français. Et j'ai appris qu'un de ces Juifs, qui était d'origine marocaine, qui s'appelait Monsieur Cohen, avait été expulsé d'Égypte. Et j'ai appris que ce monsieur savait lire et écrire en arabe. Alors, j'ai demandé à ma mère, qui connaissait son frère, de lui demander de m'apprendre l'alphabet arabe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des lettres arabes. Je me suis aperçu assez vite qu'ils savaient que lire et écrire, ils ne savaient pas autre chose. Mais je me suis débrouillée comme je pouvais avec la grammaire. Et c'est ensuite seulement que je me suis inscrite officiellement en cours du soir au lycée Louis-le-Grand, puisque les étudiants, les élèves, les lycéens d'arabe de la région parisienne avaient des cours hors emploi du temps au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il y avait 2 lycées où on faisait de l'arabe à Paris, le lycée Voltaire et le lycée Louis-le-Grand. Et donc, j'ai fini par passer le baccalauréat avec arabe première langue. C'était l'arabe, comme on faisait du latin à l'époque, avec des thèmes et des versions. D'accord. Alors,
Je ne suis pas historien, mais on va essayer de respecter une certaine chronologie. Vous avez déjà anticipé sur un certain nombre de choses que j'aimerais voir avec vous, mais en tout cas, j'entends bien ici que le portrait semble correspondre un petit peu à Madame Jacqueline Chaby. Absolument. Bon, très très bien. Alors, pour évacuer un sujet qui me semble quand même important et qu'il ne faudrait pas considérer comme secondaire, votre passion pour les chats, on en parle un petit peu ? Alors, ma passion pour les chats, je crois que quand j'étais jeune, mes parents m'avaient privé d'animaux. Parce que, bon, la vie avait fait qu'on ne voulait pas d'animaux à la maison et je me reportais sur les chats des voisins. Et quand j'ai pu, à mon tour, avoir des chats, eh bien, je me suis lancée dans l'élevage des chats de race, et d'une race assez particulière, les grands chats américains qu'on appelle les Maine Coon, qui sont les plus grands félins domestiques. Et donc, j'ai élevé des chats pendant 20 ans. Maintenant, j'ai arrêté parce que l'âge venant, il faut être raisonnable. Très bien. Et donc, une véritable passion pendant ces 20 années autour des chats ? Absolument. Très, très bien. Alors, vous nous l'avez dit, vous êtes bretonne. Est-ce que nous pourrions revenir quelques instants sur vos origines, où vous avez grandi ? Est-ce que c'est un lieu qui vous a inspiré, qui vous a donné toute cette énergie et toute cette envie d'aller vers là où vous êtes allé ? Je ne sais pas. Je pense que la vie est faite de rencontres et d'imprévus. Et si je peux caractériser mon itinéraire, je dirais que j'ai su répondre aux rencontres que j'ai faites au cours de ma vie, et surtout répondre aux sollicitations qui arrivaient brutalement sans avoir peur de changer de chemin quand je trouvais qu'une voie était plus intéressante qu'une autre. Quand j'étais lycéenne en région parisienne, eh bien j'étais passionnée par l'histoire. C'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours été tout à fait bonne en histoire. Il n'y a pas eu de déclic, c'était comme ça. Je pense que c'est l'intérêt pour l'analyse, l'explication des choses, trouver des explications à ce qui se passe autour de moi. Avec un intérêt particulier pour le terrain, c'est-à-dire que l'histoire et la géographie. Aujourd'hui, on fabrique des historiens qui n'ont pas fait de géographie. Je trouve que c'est très dommage parce que, comme mon maître futur Claude Cahen, eh bien, la géographie, c'est quelque chose de fondamental pour faire de l'histoire parce que c'est là qu'on découvre ce qu'est un terrain réel. Parce que si on n'a pas de terrain réel qui part d'un paysage, qui part d'un environnement et qui part de gens qui occupent ce terrain, eh bien, on peut se fabriquer des terrains imaginaires très facilement. Il suffit de se procurer soi-même les ingrédients et on se fabrique ce que j'appellerais un mythe, tout en étant persuadé qu'on dit des choses historiques. Mais si on oublie le terrain, eh bien, c'est de la fiction historique, ça n'est pas de l'histoire. Et vous pensez qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'historiens qui se prétendent être historiens sans faire de géographie ? Je pense que dans le domaine qui m'intéresse, en tout cas dans le domaine qui concerne les débuts de l'islam, c'est plus que fréquent. Et le terrain que se donnent énormément de chercheurs, c'est le terrain de la religion. C'est-à-dire qu'on part d'une religion, on reste dans le religieux, on part d'une autre religion pour parler de l'islam, et on s'imagine qu'on fait de l'histoire de l'islam en oubliant les terrains réels sur lesquels l'islam s'est développé pendant 1400 ans. Alors, les terrains réels, en ce qui concerne ce qu'on appelle l'histoire de l'islam classique, c'est-à-dire l'islam pour lequel on a des archives, on a des témoins, on arrive à s'en sortir quand même, à faire de l'histoire correctement. Mais quand on est face au début de l'islam, de périodes et moments durant lesquels on n'a pas d'archives, on n'a pas de témoins sur les débuts de l'islam en Arabie, eh bien, si on ne cherche pas un terrain réel, on peut très facilement divaguer et se construire un terrain imaginaire en disant, par exemple, eh bien, dans le Coran, il y a des récits bibliques. Alors, on part de la Bible pour parler du Coran.
On reste entre la Bible et le Coran en disant le Coran a été emprunteur, mais on oublie ce que l'emprunt est devenu pour les gens qui l'ont emprunté, parce que ce qui est intéressant historiquement, ça n'est pas l'origine d'un emprunt, c'est ce que les gens qui empruntent en font, et donc il faut identifier ces gens pour ce qu'ils sont dans leur époque et pas en dehors de leur époque. Évidemment, à chaque fois, il faut préciser de quelle époque on parle, et c'est là que la chronologie intervient. Je dirais que sans chronologie, pas d'histoire. Sans chronologie, on tombe dans le plus grave défaut pour un historien, c'est l'anachronisme, où on tombe dans l'extrapolation, c'est-à-dire on projette ce qu'on est sur le passé. Alors, de la Bretagne à l'Arabie, on ne peut pas dire que ce soit la porte à côté. Comment vous réussissez ou comment vous arrivez à vous intéresser plutôt qu'à vous intéresser à quelque chose qui vous est proche? À l'Arabie, on est quand même dans deux univers très différents, en tout cas en apparence. Au début, je ne me suis pas intéressée spécialement à l'Arabie. Au début, je me suis intéressée à la langue arabe. C'est-à-dire que j'ai passé des diplômes de langue arabe et j'ai eu la chance d'avoir pour maître ce qu'on peut appeler les derniers orientalistes. C'est-à-dire des gens qui ont été en prise directe avec la science du XIXe siècle et avec la science telle qu'ils l'avaient apprise dans les pays dont ils étaient originaires, c'est-à-dire que c'était des Français d'ascendance française, mais qui souvent étaient nés au Maghreb, par exemple, qui avaient vécu en Orient. Donc, c'est des gens qui transportaient une tradition et qui se sont intéressés à la manière des hommes du XIXe siècle à la période classique du monde musulman, à ces études médiévales dans lesquelles ils nous ont plongé la langue arabe classique qui, malheureusement, aujourd'hui, l'arabe est toujours enseigné dans les universités, mais on s'intéresse beaucoup plus aux périodes modernes. Or, nos maîtres, les maîtres que j'ai eus, que ce soit Régis Blacher, qui était le traducteur du Coran, ou Charles Pella, qui était le grand maître de la littérature arabe classique à l'époque, eh bien, ils nous ont fait remonter le temps dans le passé et nous ont appris ce que le passé était pour les gens du passé. Et ça, c'est quelque chose d'inappréciable. Et donc, de la bretonnante à l'arabisante, là aussi, donc, la langue arabe est pour vous quelque chose qui, au départ, vous fascine? Est-ce que c'est le côté exotique de la langue? Est-ce que c'est parce que on a une période pas très lointaine de la colonisation, etc., etc. Qu'est-ce qui fait qu'on plonge dans cette langue plutôt que dans une autre, l'anglais, par exemple? J'avais été assez bouleversée par la guerre d'Algérie et par ce qui s'y passait. Donc j'avais des petites copines algériennes dans mon quartier en région parisienne. Et je pense que c'est l'attrait de l'inconnu. J'ai toujours été attirée par ce qui n'est pas habituel. Et quand on entre dans la piste d'une langue aussi différente de celle qu'on pratique, ou même des langues, je pratiquais le latin et l'allemand, et également un peu le grec, eh bien, ça a été une véritable passion d'abord pour la langue. Et à côté de ça, j'étais toujours intéressée par l'histoire, mais je n'avais pas encore choisi mes sujets de recherche. Je dirais que les sujets de recherche, on tombe dessus un petit peu par hasard. Quand j'ai passé le concours le plus difficile de ma carrière, qui est l'agrégation d'arabe, j'ai eu comme maître l'un des grands spécialistes du monde musulman médiéval de l'époque, qui était Henri Laoust, qui était professeur au Collège de France, et nous avons travaillé à cette époque-là, au moment de préparer le concours, sur le XIIe siècle. Le XIIe siècle dans le monde musulman. Et moi, mon premier réflexe, ça a été de prendre un sujet qui appartenait au XIIe siècle. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une figure de personnage qui, en fait, avait joué un rôle de juriste au XIIe siècle, mais qui, après sa mort, a été intronisé patron de confrérie mystique
autrement dit patron de confrérie soufie. Or, cette confrérie soufie, qui a commencé au XIIe siècle, enfin dont on disait qu'elle avait commencé au XIIe siècle, existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis tombée sur le cas d'un personnage, mais tout à fait par hasard, dont la vie réelle avait été ce qu'elle avait été en son temps, c'est-à-dire celle d'un juriste favorable modérément à la mystique, et puis, après sa mort, qui était devenu une toute autre figure. Un saint. Un saint. On parle de Abd al-Qadir al-Jilani. On parle de Abd al-Qadir al-Jilani et de la confrérie qui est supposée avoir été le fondateur, ce qu'il n'était pas historiquement, de la confrérie des Qadiriya, qui existe toujours aujourd'hui, de l'Afrique occidentale jusqu'aux Philippines. C'est une confrérie toujours extrêmement vivante. Donc je suis tombée par hasard sur ce sujet et j'ai tout de suite pris le contre-pied des études qui le considéraient comme un fondateur de confrérie, parce que moi je travaillais sur les textes du XIIe siècle et je me rendais bien compte, à travailler sur les historiographes du XIIe siècle, notamment Ibn al-Jawzi, qu'il n'avait pas été patron de confrérie du tout. Et donc, je suis tombée sur un sujet clivant par rapport à la recherche traditionnelle. Et quand on tombe sur un sujet comme ça, je dirais qu'ensuite, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Alors moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de continuer avec vous, Jacqueline Chaby, bien entendu. Donc, je vous remercie pour cette première rencontre, ce premier échange. Il va y en avoir d'autres. En tout cas, je vous dis à la prochaine avec, à nouveau, Jacqueline Chaby. Merci.